Je laisse la parole à Julien. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Tout à fait, Julien, c'est bon. Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci à Pierre-Antoine. Alors, sur ce volet du webinaire, on va aborder donc les différentes additions qu'il est possible de pouvoir incorporer dans les bétons, ainsi que leur provenance, leurs caractéristiques. Et ensuite, dans un deuxième temps, on abordera la thématique des fibres, qu'il est aussi possible de pouvoir inclure dans une formule béton avec leurs spécificités. Alors, on va commencer déjà par la définition d'une addition. Qu'est-ce qu'une addition? Quelles sont leurs caractéristiques? Ensuite, les différentes additions qu'il existe, les notions de liant équivalent, donc les notions de liant équivalent qui sont introduites donc, par la norme tirée-gilet béton, donc par le N206, ainsi que leur utilisation. Et donc, pour conclure, on abordera les fibres. Alors, comme Pierre-Antoine vous l'a expliqué, donc, la composition d'un béton, on va donc retrouver du ciment, du sable, du gravier, de l'eau, une adjuvantation, de l'air aussi. Je ne vais pas réexpliquer ce que Pierre-Antoine a brillamment expliqué. Et ensuite, donc, les fibres et les additions. Alors, au niveau des additions, donc qu'est-ce qu'une addition? Donc, une addition de type minéral pour béton, donc c'est un matériau qui a été finement divisé, généralement d'une granularité inférieure à 100 microns. Donc, celle-ci est utilisée et incorporée dans la formulation des bétons hydrauliques, donc incorporée dès lors de sa fabrication pour apporter certaines propriétés, donc comme l'ouvrabilité, la consistance, ou alors pour lui conférer certaines propriétés particulières comme la compacité, la durabilité, mais également une meilleure tenue, une meilleure résistance face à des contraintes environnementales, notamment liées à une agressivité chimique. Et également, du fait de leur faible impact carbone, elles participent activement aussi à la réduction des émissions de CO2 des bétons. Alors, au sein de ces additions, donc, on va trouver deux types d'additions. Donc, vous avez l'addition de type 1, qui est une addition quasiment inerte, et une addition de type 2, donc, à caractère pouzzolanique et hydraulique latent, c'est-à-dire que c'est une addition qui n'aura pas suffisamment de puissance pour avoir une prise elle-même. Donc, celles-ci, elles sont utilisées en substitution ou en remplacement partiel du ciment lorsque, selon le concept de liant équivalent qu'on va aborder un petit peu plus tard. En France, la recomposition, elle se fait majoritairement sur deux natures de ciment, donc qui vont être le CVM1 ou le CVM2, donc le CVM2 qui possède déjà un pourcentage de recomposition. Alors, les additions, donc type 1 ou type 2, donc on utilise dans la profession les additions depuis à peu près les années 2000, depuis les années 2000. Donc, au niveau des additions de type 1, donc qui sont considérées comme quasiment inertes, on va retrouver donc les filaires et les pigments. Alors, pigments, les pigments de couleur, notamment, donc avec deux provenances. On ne va pas s'étaler trop longuement sur les pigments. Vous allez pouvoir trouver des pigments naturels ou des pigments synthétiques. Donc, ceux-ci sont incorporés à la fabrication du béton pour amener de l'esthétique, de la couleur. Et les additions de type 2, donc on va retrouver les fumées de silice, les métacaolins, les cendres volantes, les laitiers de haut fourneau, les additions calcaires et silicieuses. Alors, l'un des premiers intérêts de pouvoir utiliser ces additions, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir revaloriser un coproduit industriel. Donc, on est sur les principes d'économie circulaire. Et donc, leur procédé est moins impactant que celui du clinker. Donc, comme je vous disais, ces additions, elles ont une empreinte environnementale plus faible que celui du ciment, en particulier vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, alors sous réserve que cette empreinte plus faible, elle ne soit pas compensée par des impacts liés au transport. Donc, on va aussi toujours essayer, comme l'a dit Pierre-Antoine, le béton est un matériau local, donc dans la mesure du possible, en fonction des performances qu'on cherche à obtenir sur les bétons, on va avoir tendance à rechercher les additions qui sont le plus proches de nos unités de production.
Alors, quelques intérêts outre environnemental, hein, on a parlé de revalorisation, elles ont aussi d'autres propriétés, de pouvoir homogénéiser l'atteinte des parements, hein, quand on veut obtenir une qualité de parement intéressante, notamment pour les bétons architectoniques. Elles peuvent aussi éclaircir les bétons, hein, donc lutter contre les effets albédo et lutter également contre les îlots de chaleur. Alors, très rapidement, hein, l'effet albédo, donc, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Et donc, les îlots de chaleur, donc, c'est la propriété du matériau. Plus le matériau est sombre, plus il va absorber la chaleur. Donc, le but étant d'essayer d'éclaircir les bétons pour lutter justement contre ces îlots de chaleur. Donc, comme je vous l'ai dit, elles permettent d'améliorer certaines propriétés des bétons, hein, que ce soit à l'état frais ou à l'état durci. Donc, obtenir une meilleure rhéologie sur béton frais, diminuer la chaleur d'hydratation des bétons. On va chercher à obtenir aussi une meilleure durabilité des bétons durcis, donc face notamment aux agressions chimiques. On peut avoir aussi une augmentation des résistances mécaniques et ensuite la partie esthétique pour tout ce qui va être béton architectonique. Donc, chaque addition possède ses propres caractéristiques et performances. Donc, on va faire le choix de l'addition en fonction de l'objectif que l'on va chercher à obtenir. Alors, on va entrer un petit peu plus dans le détail des différentes additions. Donc, on va commencer par les fumées de silice. Donc, les fumées de silice proviennent de la réduction du quartz de grande pureté par du charbon dans les fours à arc électrique utilisés pour la production de silicium. Donc, ce sont des particules qui sont très fines, hein, environ 100 fois plus petites qu'un grain de ciment. Donc, elles permettent de réduire la porosité et la perméabilité des bétons. En fait, le but étant de renforcer et d'optimiser le squelette granulaire. C'est-à-dire que ces petits grains vont venir combler les parties vides entre les fines et les grains de ciment. Donc, elles sont très réactives. Elles permettent également d'améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité des bétons. On va trouver cette addition pour des bétons destinés notamment à des ouvrages d'art. Alors, les métakaolins, sont une addition qui est issue de la calcination et le broyage d'une argile kaolinitique, donc à des températures comprises entre 600 et 850 degrés, hein, donc ce qui est quasiment deux fois moins que le ciment. On estime la production annuelle à peu près 50 000 tonnes par an. Alors, le kaolin, donc c'est un argile, réfractaire, friable, généralement de couleur blanche. Et il est souvent utilisé pour la production de la porcelaine. Donc la réaction de cette addition de type 2, hein, donc on est sur une addition de type 2, nous permet d'accroître les performances mécaniques et la durabilité des bétons. Elle permet aussi l'optimisation du squelette granulaire de la forme. Alors, les cendres volantes, c'est l'une des premières additions, hein, qui a eu été utilisée. Donc, leur provenant, donc en fait, ce sont des particules pulvérulentes, donc, qui sont obtenues par le dépoussiérage électrostatique des chaudières alimentées au charbon, donc les centrales thermiques de production d'électricité. Donc, consommation à peu près 1 million de tonnes par an. C'est une addition de type 2, donc avec une réactivité pozzolanique et hydraulique. Elles ont la propriété d'améliorer la durabilité des bétons, mais également leur ouvrabilité sur béton frais. Elles ont aussi la propriété d'augmenter la compacité, mais également de réduire les chaleurs d'hydratation, donc de limiter les risques de fissuration. En parallèle, elles ont aussi un effet vis-à-vis des phénomènes d'alcali-réaction. Donc, très rapidement, l'alcali-réaction, c'est le phénomène de dégradation du béton par les alcalins. Alors, les laitiers de hauts fourneaux, donc les laitiers sont un coproduit du moins issu de la sidérurgie. Donc, une tonne de fonte va générer entre 250 et 300 kg de laitier. Donc, celui-ci améliore la durabilité des bétons. On est à peu près sur 3 millions de tonnes de production par an. Il faut savoir, à titre d'information, donc le laitier va émettre 45 fois moins de CO2 que la production d'une tonne de ciment. Alors aujourd'hui, vaste débat sur l'impact du laitier. Ce n'est pas à moi de débattre sur ce sujet-là. Donc, c'est une addition de type 2, mais avec une valeur d'activité, un coefficient d'activité qu'on va voir un petit peu plus tard, relativement élevé,
donc ce qui va lui procurer une bonne compatibilité avec le ciment. L'un des intérêts de pouvoir utiliser également cette addition, c'est que de par sa nature claire, elle va avoir justement tendance à éclaircir les bétons et donc de pouvoir participer à la réduction des îlots de chaleur. Alors, les additions calcaires, donc celles-ci, elles sont obtenues par broyage de roches sédimentaires carbonatées, donc de type calcaire ou dolomitique, donc à peu près 1 million de tonnes de production par an. C'est une addition de type 1, donc quasiment inerte. Donc, elles aussi, elles permettent une optimisation du squelette granulaire. Alors, elles sont souvent utilisées pour améliorer l'ouvrabilité des bétons frais, ainsi qu'obtenir une meilleure régularité esthétique sur la teinte des parements. Donc, on va trouver ces additions, notamment pour les bétons architectoniques. Alors, les additions silicieuses, donc celles-ci, elles sont obtenues par broyage de quartz ou de cristobalite calcinée, donc à peu près 10 000 tonnes par an en termes de production. C'est une addition de type 1. Donc, elles sont là également pour améliorer l'ouvrabilité, la compacité, la résistance des bétons dans lesquels elles vont être incorporées. Alors, exemple d'utilisation, on va aussi pouvoir trouver ce type d'addition pour des bétons destinés aux ouvrages d'art ou aux bétons de type BHP. Donc, le BHP est un béton à haute performance. Alors, les notions de liant équivalent et de coefficient K, donc le coefficient K étant le coefficient d'activité de l'addition. Alors, c'est la norme EN206 donc, qui introduit ce concept de liant équivalent. Donc, ce concept, il autorise la prise en compte des additions en remplaçant donc, l'exigence relative au dosage minimal en ciment par la même exigence appliquée au liant équivalent. Donc, le taux de substitution de ces additions est en fonction de la classe d'exposition. Donc, tout ça est soumis à la norme, donc à l'EN206. Vous avez des tableaux références qui sont issus de cette norme, qui vont du tableau NAF1 au tableau NAF4. Alors, on a la formule, sans rentrer dans des débats mathématiques. Donc, comment est-ce qu'on calcule un liant équivalent? Donc, vous avez la valeur C, C qui correspond au ciment. On part sur le principe que le ciment a une valeur de 1. Ensuite, on va prendre en compte le coefficient d'activité de l'addition, qui correspond à K, et le A est la masse totale d'addition que l'on va incorporer. Alors, à titre d'exemple, pour une formule de béton avec 280 kg de ciment, on va pouvoir incorporer 80 kg d'addition calcaire. Donc, 280 plus 0,25 qui est le coefficient d'activité de l'addition, multiplié par 80. Donc, on va obtenir une formule à 300 kg de liant équivalent. Donc, pour compenser ces 20 kg de ciment, il va falloir incorporer 80 kg d'addition calcaire. Donc, on fait le distinguo entre les notions de liant équivalent et de liant total. Là, en l'occurrence, sur cette formule, on aura un liant total de 360 kg. Aujourd'hui, on ne parle pas en liant total, on parle plutôt en liant équivalent. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les additions n'ont pas le même coefficient d'activité. Donc, au plus le coefficient d'activité sera faible, au plus il va falloir rajouter en termes de kilos de l'addition. Alors, pour les additions de type 1, l'addition de type calcaire ou silicieuse, on aura un coefficient à 0,25. Or, pour les additions de type 2, donc avec une activité pozzolanique et hydraulique, on va avoir des coefficients d'activité qui seront plus élevés, notamment pour les cendres volantes, où on va avoir un coefficient entre 0,40 et 0,60. Les fumées de silice, qui ont de très bonnes performances en termes de coefficient d'activité, de 1 à 2. Alors, je vous l'ai dit, les fumées de silice, on va les trouver dans des bétons très spécifiques. Les laitiers de haut fourneau, qui ont aussi de très bonnes performances, de 0,60 à 0,90. Et les métacaolins, qui ont un coefficient de 1. Alors, petit cas pratique, donc en haut à droite, vous avez donc un extrait du tableau NAF. Donc, ce tableau NAF de l'EN206 précise les limites applicables des liants en France. C'est un peu le livre de chevet des bétonniers. On a un exemple donc, pour une formule donc, avec 280 kg de ciment, donc soumis à une classe d'exposition XC1, dans lequel on souhaite incorporer une addition calcaire de type B, donc à 0,25. On va pouvoir ajouter jusqu'à 93 kg d'addition. Donc, on va le vérifier par la formule qu'on voit ci-dessus. Donc, A correspond à la valeur
totale d'addition, donc 93, que va diviser A plus C, donc valeur totale d'addition plus dosage en ciment, 93 divisé par 273 égale 249, donc on est inférieur au 0,25. Donc, on ne pourra pas aller au-delà de ces 93 kilos d'addition. Il faut savoir qu'au niveau de la norme, il est possible de pouvoir incorporer jusqu'à 30% d'addition. Là, on reste dans un cadre normatif. Pour aller au-delà, il va falloir justifier des performances du béton, c'est-à-dire passer par des études et des convenances. Alors, donc, Pierre-Antoine vous a expliqué les différents constituants du béton, donc qui sont le ciment, l'eau, le granulat, les adjuvants. On vient de balayer les différents types d'additions qu'il existe. Donc maintenant, on va aborder les fibres. Alors, il existe trois familles de fibres qui vont être minérales, organiques, métalliques. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de propriétés de la fibre, donc à faire le distinguo entre deux types de propriétés. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Soit à obtenir une fibre avec des propriétés structurelles ou non structurelles. Alors, l'un des intérêts d'utiliser la fibre, notamment quand elle est structurelle, et ça, quand la réglementation locale, en termes de sismicité, quand la réglementation l'autorise, c'est de pouvoir venir en substitution des aciers. Donc, s'éviter les problématiques liées à la manutention, à la pénibilité sur chantier. Alors, pénibilité sur chantier, mais également pénibilité en unité de production. On verra qu'il existe des outils justement pour éviter d'avoir trop de manutention sur les sacs de fibres. Mais également en fonction de la fluidité du béton, on va s'assurer d'une bonne répartition de la fibre. Donc, et qui dit bonne répartition de la fibre, dit aussi une meilleure répartition des efforts. Alors, donc, les fibres minérales, on va retrouver donc les fibres de verre, les fibres de carbone. Au niveau des fibres organiques, on va retrouver des polypropylènes, des polyvinylalcools ou des fibres Kevlar. Pour les métalliques, acier galvanisé, fonte et inox. Alors, à savoir que pour les aciers galvanisés et les fontes inox, alors on les trouve très peu déjà de par leur coût. Mais on utilise ce type de fibre dans des conditions bien spécifiques, quand on devra faire face à des environnements agressifs, environnements chimiques ou des problématiques liées à la gestion des eaux. Alors sinon, au niveau des fibres structurelles, on peut les retrouver dans du dallage de villas, par exemple, dans des fondations, encore une fois, quand la réglementation locale l'autorise. Et les fibres qui ont des propriétés non structurelles, on va pouvoir les retrouver notamment dans les bétons décoratifs, les bétons d'environnement. On va chercher à avoir un joli aspect de surface. Donc la fibre non structurelle aura plutôt un rôle de limiter le retrait et limiter les fissurations de surface. Alors, il existe aussi des fibres naturelles, donc à base de cellulose, de lin et de chanvre. Donc, ces fibres-là, on va les retrouver plutôt dans des solutions de type béton biosourcé ou béton de chanvre. Alors, en termes de caractéristiques et de propriétés, il existe différentes dimensions, différents diamètres, différentes longueurs, différentes formes de fibres, qui peuvent être lisses, crantées, ondulées. Donc, toutes ces formes et toutes ces caractéristiques permettent d'obtenir déjà de meilleures résistances et une meilleure ductilité au béton. Je vous ai parlé aussi du retrait qui peut y avoir sur les bétons décoratifs. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on va incorporer de la fibre synthétique. On va pouvoir également travailler des éléments minces ou des éléments de grande dimension. Là, on sera plutôt dans l'optique de pouvoir fabriquer ce qu'on appelle des BFUP, donc des bétons fibrés ultra performants. Donc, Flore aura le plaisir de vous présenter par la suite. Et elles ont aussi un très bon comportement au feu. Alors, quelques photos de fibres. Donc, vous pouvez trouver des fibres métalliques, des fibres synthétiques, des fibres polymères. Et donc, en haut à droite, vous avez la photo d'un incorporateur à fibres qui va permettre de pouvoir, une fois de plus, se dédouaner des problématiques liées à la manutention des sacs de fibres. Donc, c'est envoyé directement, alors, soit dans le camion toupie, soit dans le bloc malaxeur de la centrale. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces différentes additions, c'est qu'elles jouent un rôle précis dans le comportement du béton. Donc, en fonction des performances qu'on cherche, qu'elles soient mécaniques, esthétiques, de durabilité, et puis notamment en termes de réduction carbone. Donc, on va faire le choix de la bonne addition
Donc, il ne faut pas oublier, encore une fois de plus, que le béton est un matériau local, qu'il n'est pas forcément judicieux on va toujours chercher à avoir des matières premières les plus proches de nos unités de production. Donc, on va faire pareil avec les additions. Hein. Ce serait quand même dommage de pouvoir avoir du moins d'être pénalisé par l'impact lié au transport. Voilà comment est-ce qu'on arrive à réduire le bilan carbone du béton, donc en choisissant la bonne addition, en optimisant la formulation du béton. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et Agnès, je te repasse la main. Merci Julien de toutes ces informations bien précises. J'ai eu quelques questions pendant ton intervention. On m'a demandé, et tu viens d'en parler justement, des fibres et les fibres naturelles. On les insère dans le béton? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, moi, je n'ai encore pas eu l'occasion d'utiliser ces fibres naturelles. De mémoire, peut-être que je me trompe. Alors, on parle de biosourcé. Je vous ai parlé de béton biosourcé parce que forcément, utiliser une fibre naturelle couplée avec une solution biosourcée sont des solutions qui matchent plutôt bien hein, dans l'intégrité de la démarche. Mais aujourd'hui, oui, pourquoi pas utiliser je pense que techniquement, cela ne posera pas de problème de pouvoir utiliser ce type de fibre plutôt que d'utiliser des fibres soit métalliques, soit à base de plastique. Oui, peut-être pour compléter. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Voilà, oui, pour compléter, en fait, les fibres biosourcées, pour l'instant, ne sont pas autorisées par la norme pour les usages structurels. Hein. On peut les utiliser pour des applications non structurelles, par exemple pour des remplissages de murs, pour de l'isolation. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui va évoluer, mais à ce jour, on n'a pas encore suffisamment de recul au niveau de la durabilité pour ce type de fibre et également normalement aussi pour des comportements, par exemple, vis-à-vis du sismique, comment les bétons avec ce type de fibre réagiraient aux contraintes sismiques. Mais je pense que dans le futur, effectivement, il y aura certainement des travaux sur le sujet. Oui. Alors, puisque tu nous as rejoint, Jean-Marc, j'ai une petite question que j'avais mise de côté pour toi. Thomas nous a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on avait la déclaration environnementale du produit ciment CEM3/C, s'il te plaît? Alors, faudrait poser la question en fait à la TIL, hein, puisque les déclarations environnementales des ciments sont faites bien évidemment non pas par nous, BPE, mais par les cimentiers. Je crois qu'à ma connaissance aujourd'hui, cette déclaration n'existe pas. Je pense pour la bonne et simple raison qu'il ne doit pas y en avoir aujourd'hui sur le marché français. Hein. Je crois que les producteurs français ne produisent pas de CEM3C. Donc voilà, donc la TIL n'a pas effectivement produit de déclaration environnementale de CEM3C. Ensuite, Xavier nous demande concernant les énergies de transport, est-ce qu'on a des indicateurs de bilan carbone des carburants dits verts? Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui existe, qui n'a pas encore été pris en compte, hein, par exemple, dans le logiciel Béquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on raisonne avec des données transport classiques. Cela va évoluer dans les versions futures. Et effectivement, on trouve aujourd'hui des impacts, alors sur des bases comme EcoInvent, etc., on va trouver des impacts d'autres carburants, les biogaz, etc. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore pris en compte. Florent nous demande la refonte de la NFEN 206 avec Rossi Béton, c'est pour quand? C'est une très bonne question. Normalement, la commission P18B
qui décide donc de l'envoi à l'enquête de cette norme se réunit mi-octobre et devrait décider de l'envoi donc à l'enquête publique. Donc, compte tenu des délais d'enquête, si tout se passe bien, ça voudrait dire une publication milieu du premier trimestre de l'année prochaine, quoi. Oui, aux environs de février-mars de l'année prochaine. Et Stéphane nous demande si elle permettra de faire la biaddition en centrale BPE. Ça, non. Alors ça, c'est dans le cadre de Perdub, hein, l'approche performantielle donc, qui va être autorisée dans le cadre de cette nouvelle norme, permettra par l'approche de la durabilité de pouvoir tester effectivement des formules qui aujourd'hui ne répondent pas à la norme, mais donc effectivement les deux additions pourront être testées via l'approche performantielle. Et est-ce qu'on peut mettre d'autres additions qui ne sont pas citées dans la norme? Pour l'instant, non. Le projet national Perdub s'est cantonné aux produits normalisés, c'est-à-dire à l'utilisation de matériaux déjà autorisés par l'AD 206. Et le laitier, est-ce qu'on le considère encore comme un déchet? Alors non, le laitier n'est pas un déchet. Aujourd'hui, la DHUP du laitier est basée sur une allocation économique. Il y a encore des discussions sur le sujet. Je vais couper ma vidéo parce qu'on me met que ma connexion est instable. Donc, j'aurai plus de réseau. Donc, la DHUP donc, propose cette allocation économique. L'allocation qui devrait en sortir, je dirais, sera de l'ordre. Alors, si on prend une fourchette basse, ce serait à un peu moins de 100 kg, je dirais 90 kg, et la fourchette haute serait à 150 kg. Voilà, les négociations sont encore en cours. On attend une position de la DHUP d'ici quelques jours. Il avait a priori annoncé pour la fin du mois. Donc voilà, la fin du mois, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas vu arriver, mais bon, à mon avis, on l'aura d'ici 15 jours. On devrait avoir une finalisation sur les valeurs de laitier. Alors, je vois une question là. Betty ne donne pas de réduction CO2 lorsqu'on utilise du recyclé. Oui, et c'est normal. L'utilisation de recyclé n'amène quasiment aucun gain en CO2, puisque le granulat naturel a très peu d'impact en CO2. Donc, effectivement, utiliser du granulat recyclé, on gagne sur d'autres paramètres, notamment sur l'utilisation de ressources naturelles, etc. Mais au niveau de l'impact carbone, l'utilisation de granulats recyclés n'a quasiment aucun impact, voire même aurait un impact négatif si le recyclé devait voyager sur des plus longues distances que le granulat naturel. Parfait. Merci Jean-Marc pour ces précisions. On va laisser